Alors, d'abord, une petite présentation personnelle. Ça fait 8 ans en fait que je pratique le Lean sur le terrain. D'abord côté Lean Manufacturing, donc dans l'industrie. Et puis ensuite, je suis allé côté Lean Études Ingénierie, c'est-à-dire dans la conception. Et là, en fait, j'ai découvert toute l'importance de ces grandes salles de pilotage que sont les OBA. Et donc, pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? C'est parce que je connaissais cet outil il y a 3, 4 ans. Et en fait, bien, je l'ai redécouvert et c'est quelque chose qui me passionne maintenant et on a mené plusieurs chantiers chez des clients. D'ailleurs, vous aurez les témoignages de clients en fin de webinaire. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, voilà en quoi c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'importe. Ce que vous pouvez attendre de votre côté en tant que participant, eh bien déjà, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous serez capable de décrire le fonctionnement nominal d'une OBA. En gros, comment ça devrait ou comment ça doit tourner. Le deuxième point, et ça, je suppose que dans les questions-réponses, on aura l'occasion d'échanger là-dessus, ce sont les astuces et les écueils à la mise en place. Si vous vous lancez ou si vous êtes déjà lancé, bah, vous voyez bien que des fois, ça ne marche pas et il y a des raisons à cela. Donc ça, c'est ce que vous aurez à l'issue du webinaire. Évidemment, pour la mise en mouvement, ce que je vous invite, c'est à pratiquer tout. Et donc pour ça, vous pouvez avoir de l'accompagnement, ça on y reviendra à la fin, mais aussi on a 2 formations, formation distancielle, 2 jours dédiés au Lean Engineering et une formation certifiante, Green Belt, qui se fait aussi en présentiel. Enfin, pour toutes les informations, et puis après j'arrête pour la partie, on va dire, publicité administrative, finalement, vous avez le lien en bas, Cubic Partners, OBEA études d'ingénierie. Dans Google, vous tapez Cubic Partners OBEA et vous tombez directement sur cette page-là. Alors, donnons un peu de sens à ce webinaire, parce qu'il faut bien commencer par le pourquoi. En fait, pourquoi on travaillerait avec des OBA? Essentiellement pour améliorer le mode de fonctionnement des équipes projet au quotidien. Alors, quand je vous dis ça, très bien, il y a plein d'outils qui permettent d'améliorer les modes de fonctionnement. Oui, mais côté études d'ingénierie essentiellement, ou alors côté projet, en fait, portefeuille projet, côté direction, c'est très difficile en fait d'améliorer le fonctionnement des équipes de manière claire et d'apporter. Donc pour moi, en fait, pourquoi on installe les OBIA? C'est essentiellement pour améliorer le mode de fonctionnement et aussi pour que les équipes soient plus sereines. Ça, c'est vraiment fondamental parce que l'OBIA n'est pas en fait un moyen de fliquer les personnes ou de suivre des indicateurs pour être sûr qu'on tienne les résultats. Ce n'est pas essentiellement ça le cœur du sujet. Et on le verra après. Mais en tout cas, voilà vraiment le sens que je souhaiterais donner à ce webinaire. Sur le comment et le quoi, bien évidemment, ça vous le verrez par la suite. Alors, pour prendre un peu de recul vis-à-vis du Lean Engineering, donc du Lean appliqué à l'étude d'ingénierie, pour les personnes en fait, qui souhaiteraient en savoir plus, vous avez une vidéo disponible sur notre site web et sur LinkedIn avec notre conviction sur le Lean Engineering. Quelle différence entre Lean Manufacturing et Lean Engineering? Lean Manufacturing, c'est être capable de livrer le produit attendu au bon endroit, au bon moment, avec la qualité et un minimum de gaspillage. En fait, on s'oriente vers le client et on réduit l'ensemble des gaspillages pour apporter exclusivement de la valeur ajoutée. C'est ça véritablement l'enjeu du Lean Manufacturing. Évidemment, ça se fait avec les équipes terrain, ceux qui apportent de la valeur ajoutée, et au quotidien, donc la pratique Kaizen, c'est-à-dire des petites étapes, et on y va pas à pas. Le modèle en fait, qui est utilisé au départ, c'est celui de Toyota, Toyota Production System. Ce que l'on ne voit pas forcément, ou que les gens ont mis du temps en fait, à comprendre côté études d'ingénierie, c'est que Toyota a un système de développement de produits. Toyota Development System, donc le Product Development System. Et en fait, cette fois-ci, on ne livre pas véritablement des produits en série, mais on livre de la connaissance. Et donc, le Lean études d'ingénierie, c'est être capable de livrer la bonne connaissance à la bonne personne au bon moment avec la bonne qualité et le minimum de gaspillage. Et là, évidemment, vous voyez qu'on touche beaucoup plus de personnes, puisque travailler sur la connaissance, dès qu'on a des projets, c'est le cas, en fait, on est dans ce domaine-là. J'insiste sur partager la bonne connaissance. Pourquoi? Parce que dans l'OBA, ce qu'on va venir afficher dans cette grande salle, c'est vraiment le juste nécessaire. Ça, on reviendra derrière à voir avec quel outil est-ce qu'on peut atteindre cela. Donc, concernant le Lean Engineering, en fait, nous, ce qu'on recommence, c'est de travailler sur ces 4 axes, à savoir d'abord sur l'organisation humaine, donc structuration, rôle de chacun, à savoir est-ce que les rôles et fonctions de chaque personne dans l'équipe projet sont bien définis,
Et surtout, le chef de projet, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a une compétence technique et en termes de pilotage projet? Mais aussi, est-ce que techniquement, il est capable d'arbitrer, de prendre des décisions sur le projet? Le deuxième point, c'est sur le processus de développement. Et là, vous allez voir le lien avec les OBIA. On parle de structuration du processus de développement, de la rigueur, et surtout du pilotage visuel des interfaces. Ce pilotage visuel des interfaces, eh bien, c'est là où en fait on utilise l'OBIA. On parle de management visuel, on peut parler de panneaux AIC ou panneaux de lancement d'équipe. Certains parleront de portefeuille projet, d'outils digitaux pour suivre en fait l'ensemble des projets. Et en fait, tout ça, c'est du pilotage visuel. L'OBIA est clairement dans cette partie-là. Troisième point, la gestion du portefeuille, côté comité de direction, on ne l'abordera pas aujourd'hui. Et le dernier point qui est passionnant, c'est la base de connaissances, où cette fois-ci, c'est comment on structure les savoirs, les standards, et comment on crée les outils de conception et design qui aident les équipes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'OBIA, on va partager un certain nombre d'éléments de la base de connaissances, et notamment beaucoup de standards de conception, à savoir les standards de conception qui aident les équipes qui utilisent l'OBIA. C'est tout pour la prise de recul par rapport au Lean Engineering. L'idée, c'était plus de vous montrer quels sont les domaines sur lesquels on travaille, en tout cas sur lesquels vous pouvez travailler côté études d'ingénierie. Et cette fois-ci, on va zoomer tout de suite sur processus de développement et notamment le pilotage visuel des interfaces. On va commencer avec un petit test. Je vais vous partager un sondage sur votre niveau de maturité. Donc, vous allez pouvoir voter. Je lance le sondage. Et là, vous devez avoir un petit écran. Donc, quel est votre niveau de maturité sur les OBIA? Soit vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous êtes capable de l'expliquer, vous avez déjà assisté à des rituels dans une OBIA, ou alors vous en avez déjà installé pas mal et vous êtes capable de coacher là-dessus. Donc là, j'ai déjà la moitié des participants qui ont voté en quelques secondes. Et juste à l'issue de ce sondage, je vous partagerai les résultats. J'attends encore quelques secondes. Bon, j'ai suffisamment de personnes qui ont voté pour pouvoir vous présenter en fait le sondage. Je vois que ça se stabilise. Je mets fin au sondage et je vous le partage. Alors, votre niveau de maturité, du coup, essentiellement, a priori, c'est que vous avez déjà assisté à des rituels en OBIA. On voit aussi qu'il y a certaines personnes, la plupart en fait, qui ne savent pas ce que ça veut dire, d'autres qui savent l'expliquer, et j'ai peu de personnes, j'en ai 16%, qui l'ont déjà installé et qui savent coacher. Donc finalement, j'ai une population qui est plutôt représentative pour ce webinaire, et je vais essayer de balayer à la fois des sujets qui sont plutôt pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, on va commencer par ça, et surtout on ira vers la moitié de ce webinaire, vers comment on dynamise ces rituels pour les personnes qui ont déjà assisté. J'arrête le partage de résultats et je reviens à la présentation. Alors, tout au long de ce webinaire, je vais utiliser un mode de présentation un peu particulier. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Ah oui, parce qu'on parle de management visuel. Visuel, c'est-à-dire que je suis capable de voir en direct les écarts, les écarts par rapport à un standard ou les écarts par rapport à un zoning, à quelque chose qui devrait être normal. Ce qui est intéressant dans le management visuel, c'est qu'il y a des choses qu'on voit, puisque c'est le but du management visuel, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Je vais à chaque fois vous partager les deux. Dans un premier temps, ce qu'on voit, et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant contribue au résultat. Et si vous ne le faites pas, eh bien justement, ça ne tient pas. C'est ça un peu le secret de fabrication. Donc vous avez des petits pictos en haut de l'écran, avec un œil et un œil barré. À chaque fois, ça vous permet de vous repérer si vous voyez ou pas. Certains reconnaîtront en fait Frédéric Bastiat, puisque c'est le titre d'un de ses ouvrages, Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Je me suis inspiré de lui pour créer ce webinaire. Évidemment, James Womack avec Learning to See, apprendre à voir finalement, puisque c'est ça l'une des premières étapes quand on va sur le terrain, sur le Gemba. Puis je remercie aussi la contribution des personnes de Thales, notamment Luc Delamotte et Cécile Roche, pour les ouvrages concernant les OBA dont je me suis inspiré. Évidemment, tout ce que vous allez découvrir, c'est essentiellement mon expérience personnelle des OBA. Je n'ai pas fait le calcul, mais je dois en installer à peu près une tous les 6 mois. Donc j'ai dû en installer à peu près 6 ou 7 depuis le début. Et il y en a certaines qui sont très anciennes, donc ça c'est intéressant de revoir 2-3 ans après ce qui se passe. Entrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des OBA? C'est pour voir collectivement, à un instant T, ce qui permet d'apporter un maximum de valeur ajoutée aux clients, aux salariés, à l'entreprise. Très bien, maintenant que j'ai dit ça, si je rentre un peu plus dans le concret,
Voir collectivement, donc ça suppose qu'on est plusieurs dans une salle, savoir toute une équipe projet, voire des supports. À un instant T, ça veut surtout dire qu'on la met à jour, cette OBA. Et en fait, une OBA d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, ou en fonction de votre phase de projet développement, elle n'aura pas du tout la même tête. Ça, c'est important parce que souvent, les OBA, elles sont figées. On part sur quelque chose, on fait un chantier, on lance une OBA, et puis en fait, elle perd de sa dynamique parce qu'elle n'est pas mise à jour. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est d'apporter un maximum de valeur ajoutée orientée client, mais aussi salarié. Et donc, si les informations présentes dans cette salle ne me permettent pas en fait, de satisfaire à un instant T mes besoins, ben, je vais perdre de l'intérêt et donc je n'aurai plus de dynamique. C'est ça qui permet d'animer tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous pouvez voir sur Internet. J'ai fait des articles là-dessus, sur le pourquoi est-ce qu'on utilise l'OBA. Maintenant, ce qu'on ne voit pas. En fait, ce qu'on ne voit pas dans l'OBA, c'est que ça permet de favoriser un apprentissage et surtout une mise sous tension positive, en rendant visible ce qui ne l'est pas habituellement. Oui, parce qu'en fait, l'un des vrais enseignements du Lean, c'est d'être capable de développer les personnes. Développer les personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les rendre autonomes sur leur territoire. Et pour ça, il faut être capable qu'ils soient autonomes sur l'apprentissage. Et en fait, cette salle, elle permet aux personnes de se développer mutuellement. Alors là, on est encore dans le côté abstrait, un peu philosophe, mais vous allez voir très concrètement, dans 5 minutes, à quoi ça ressemble. Il y a un vrai sujet derrière les OBR, et c'est pour ça que ça a tout son intérêt au-delà du lean manufacturing, mais bien côté service, côté projet. C'est pour ça que les OBA apportent toute leur valeur ajoutée dans ces services-là. C'est que ça rend visible ce qui ne l'est pas habituellement. Par exemple, en fait, un certain nombre d'éléments où vous n'avez pas une pièce physique, ça peut être aussi des revues de plans, des circuits de validation, des signataires. Tout ça, en fait, normalement, ce n'est pas forcément visible et on va le rendre visible dans cette grande salle. Donc voilà ce qu'on voit un peu moins, en tout cas le pourquoi qui pourrait être caché, le revers finalement du pourquoi, c'est véritablement favoriser l'apprentissage. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret, puisque je sais que vous souhaitez être opérationnel et commencer des OBIA dès la semaine prochaine. Le sondage. Je sais, la question peut paraître surprenante. Combien de murs avons-nous dans une salle? Je vais encore attendre quelques secondes pour avoir un maximum de personnes qui répondent au sondage. En tout cas, je vois qu'il y en a deux qui se distinguent. J'ai suffisamment de personnes qui ont contribué au sondage. Euh, je mets fin au sondage et je vous le partage. Alors en effet, la question peut paraître bête, mais en fait, dans une salle, on parle bien de 4 murs physiques. Je crois qu'il y a un petit souci technique, je vais juste couper ma vidéo pour que vous m'entendiez mieux. Comme ça, vous ne verrez plus ma tête, mais par contre, vous aurez mieux accès au son. Hop, je fais ça. Donc, je demande aux personnes qui sont dans l'ombre de me dire si ça fonctionne mieux, et je continue. Donc, vis-à-vis du résultat du sondage dans une salle, en fait, vous pouvez avoir 3 murs, puisqu'on peut se dire, oui, bah, j'ai la porte d'un côté, donc en fait, j'ai que 3 murs disponibles. 4, évidemment, ça paraît basique. La bonne réponse, finalement, ça peut être 4 ou une infinité. Je dirais une infinité, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous allez voir dans les exemples très concrets que souvent, les OBA, c'est un problème de place déjà. J'arrête le partage des résultats et je vous montre des exemples d'OBA. Donc voilà, tout ça, ce sont des OBA. Donc, vous voyez en effet qu'il y a beaucoup de panneaux. On est bien sur des murs, dans des pièces, mais il n'y a pas que des murs. En fait, il y a plein de supports possibles. Et moi, souvent, quand je vais sur le terrain pour installer ces grandes salles de pilotage, le premier point qu'on me dit, c'est Gaëtan, en fait, malheureusement, on ne pourra pas piloter tous les projets avec des OBA parce qu'on n'a pas un nombre de salles illimité. Et surtout, en fait, dans une salle, j'ai que 4 murs. Ben non, parce qu'en fait, on peut avoir des panneaux qui se replient et surtout, on peut avoir des panneaux portatifs. Vous avez des panneaux en carton mousse, ce que vous avez en haut à gauche et en dessous, en fait, au milieu. Vous avez même des posters, des fois, qui se déplacent. En tout cas, cette solution-là, elle permet de créer des murs
qu'on peut replier et des murs qu'on ça a un gros intérêt, c'est qu'on libère la contrainte d'espace et du coup, on peut véritablement faire de l'affichage qui, en plus, est... Alors maintenant, avant de passer à la suite, puisque vous avez plein d'informations sous les yeux, ce que je vais vous demander, en fait, c'est que voyez-vous? Donc, observez bien ces images d'Obeya, essayez de repérer tous les éléments qui est dessus. On va repartir pour un autre sondage qui, lui, va être très concret sur ce que vous voyez. Je vous laisse encore quelques secondes. Et je vais lancer le sondage. Du coup, la question est: que voyez-vous? Et vous pouvez répondre avec des choix multiples. Donc, vous pouvez cliquer sur plusieurs solutions. Alors, je vois les réponses en direct, hein. Ce que je vais faire, c'est vous commenter en direct les réponses, parce que vu que c'est à choix multiple, on n'a pas fini de débriefer là-dessus. J'ai déjà la moitié des personnes qui ont répondu. Donc, ce que vous voyez en premier, d'abord, ce sont des post-it et des couleurs. C'est un bon point. Énormément d'informations, oui, oui. Des plannings moyens à long terme, oui. Du papier ou du Velleda et peu d'écran. En effet, ça ressort dans les premiers éléments. Vous voyez peu de gribouillis de rature, mais vous en voyez un petit peu. Et surtout des panneaux structurés. Eh bien, je vais mettre fin au sondage, puisque là, on a suffisamment de données. Et je vous partage les résultats. Alors, vis-à-vis de ce sondage, du coup, voilà ce que vous voyez. En premier lieu, des post-it, des couleurs. Eh bien, oui, évidemment, puisqu'on est dans du management visuel. Et les couleurs sont importantes, elles ont leur sens, en tout cas de l'équipe. On leur donne une signification avec une légende. Et des post-it pour le côté dynamique, en fait, le partage. C'est l'outil aujourd'hui qu'on préfère chez Cubic, encore pour animer les OBI. Énormément d'informations, oui. Et en fait, ça, c'est une des questions que j'ai régulièrement. Est-ce qu'on n'en met pas trop dans cette salle? Ça, on va y revenir après. Justement, c'est quoi le juste nécessaire? En tout cas, aux yeux de l'équipe, ce sont les informations nécessaires. Les plannings moyen-long terme, oui, en effet, on a aussi une partie planning. Et puis des documents originaux imprimés, des slides. Bon, merci pour votre contribution en tout cas, ça a été riche. Et maintenant, je vais rentrer dans la partie débriefing. Donc en fait, l'IA, c'est quoi? Essentiellement, c'est une grande salle pour voir à un instant T les informations nécessaires et essentielles. Ce qu'on vous recommande quand même, c'est d'avoir une certaine structure. Donc moi, dans les grands principes que je donne, c'est qu'il faut à minimum avoir 5 murs. 5 murs, pourquoi? Parce qu'il y a un mur plutôt client. Le mur client, c'est vraiment le point de vue lean, en fait, de se dire que veut mon client, quelles sont ses exigences critiques, qu'est-ce qu'il a formulé. C'est là aussi où vous mettez vos cahiers des charges. En tout cas, c'est là où vous représentez le client et vous dites véritablement, est-il satisfait? Le deuxième mur, c'est le mur produit. Vous voyez en gris en haut. Le mur produit, lui, c'est vos solutions. Quelles sont les propositions? En fait, finalement, les spécifications que vous proposez par rapport à des requirements côté client. Et donc, vous dites, c'est quoi nos différentes solutions? Alors déjà, ça peut passer par des produits similaires qui répondent aux besoins du client. Ça passe aussi par les produits en cours de développement. Ça peut passer aussi par des briques technologiques, des bouts de produits en fait, que vous êtes en train de développer. C'est pour les rendre visibles. Je reviendrai plus en détail sur le contenu de ce mur-là. Il y a deux panneaux au milieu qui sont en fait le pilotage de la performance de l'équipe et des panneaux d'action. Alors ça, c'est en fait un panneau de pilotage vraiment de la performance. Pourquoi? Parce que on verra par la suite que cette OBIA, elle est animée au cours de deux rituels. Un rituel quotidien et un rituel hebdomadaire à la semaine. Pour le troisième panneau, la partie flux, eh bien en effet, vous parliez de planning. On a un planning macro en fait long terme. Donc l'idéal, c'est d'avoir soit 6 mois, soit 52 semaines. C'est la partie en bande que vous avez en hauteur. Et en dessous, vous avez, pour les personnes qui font de l'agilité, vous remarquerez un backlog. En fait, vous avez une zone où vous mettez toutes les tâches en attente. Et ensuite, à 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'équipe, les différents services? Le dernier mur, qui est le mur problème,
Bien là, c'est ne pas hésiter à mettre en valeur les problèmes, qu'ils soient techniques ou organisationnels. Et donc, les problèmes techniques, ben, ça va être de la résolution de problèmes format A3, par exemple, et des problèmes organisationnels. On va en parler en équipe, mais surtout, on va potentiellement l'escalader au niveau des managers. Et donc, ces murs-là permettent véritablement à une équipe projet d'y voir clair à la fois sur quels sont les enjeux clients, d'être bien orienté, d'être certain que le produit répond aux attentes du client. Côté flux, de se dire si ce que l'on délivre en termes d'action à la demi-journée ou à l'échelle de 2 heures, en fait, ça permet bien d'avancer sur le produit et donc de répondre aux besoins du client. Et quand on avance dans ces tâches et ces encours côté flux, bien évidemment, il y a des problèmes qui apparaissent, des problèmes techniques ou organisationnels, et donc on les enregistre côté mur problème. Ça, c'est pour la partie visible. Vous avez un exemple en dessous d'une OBA qu'on a utilisé en fait, qu'on utilise pour une formation Greenbelt sur la construction d'un pont. Alors évidemment, je ne peux pas vous partager des OBA clients pour une question de confidentialité, je l'aurais fait avec plaisir, mais il y a un élément complémentaire que vous voyez, c'est qu'il y a des post-it. Il y a essentiellement 5 couleurs de post-it, les 5 couleurs classiques, hein. Vous avez un code couleur rouge, jaune, orange, vert. Ça, bah, c'est pour vos niveaux d'alerte. En fait, vous vous mettez d'accord avec l'équipe, et ça, c'est une des astuces que je vous recommande, c'est tout ce qui est en vert, vous ne le regardez pas. En fait, c'est de l'information qui est à jour, il n'y a rien de particulier, rien de nouveau. Ça doit rester sous les yeux parce qu'on peut en avoir besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Par contre, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'action à prendre. Si jamais vous avez une action à prendre, alors vous basculez le post-it en orange. Dans ce cas-là, ça veut dire que la personne qui est responsable du standard, en fait, du document, vous voyez que j'ai découpé les murs avec des A4, ça peut être des A3 ou d'autres formats. En tout cas, j'ai à chaque fois des initiales sur le post-it bleu. Ce post-it bleu, il permet de donner le nom du porteur, donc la personne qui met à jour le standard, qui en est responsable, et surtout la dernière date de mise à jour. Donc ça permet de voir en fait la dynamique de l'OBA, savoir si bah, justement les informations sont dynamiques, si elles sont à jour. Et cette personne-là, si elle veut remonter un souci au niveau de l'équipe projet, eh bien, elle met un post-it rouge. Et dans ce cas-là, c'est escalade directe et c'est à traiter dans la journée. Et donc, vous voyez que le mur client et le mur produit permettent d'alimenter en fait en écart la partie flux et la partie problème et apprentissage, juste au travers de post-it. Donc, bien se mettre d'accord sur le code couleur, que signifient ces post-it. C'est pour ça qu'en haut à gauche, vous avez la légende. Et puis toujours avoir un porteur, en fait, une personne qui est responsable de la mise à jour du document, parce que sinon, en fait, il y a personne qui le met à jour. Très clairement, ça, c'est l'un des apprentissages qu'on a sur les OBIA. Donc là, je vous ai vraiment décrit en fait un exemple structuré d'une OBIA. Après, le mettre 8 à 4 sur une page, bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, hein. On peut avoir uniquement deux formats A3, ça peut être totalement vierge. En fait, le vrai sujet, c'est de se structurer pour avoir à la fois le point de vue client, les produits ou les solutions qu'on développe en ce moment, le flux pour piloter l'activité, et là, je parlerai de Kanban derrière pour justement gérer les encours, et enfin un mur problème pour être sûr de remonter les problèmes. Ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on va prendre quelques minutes par rapport à ce qu'on ne voit pas. En fait, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que c'est co-construit avec les utilisateurs. Très concrètement, on réunit toutes les personnes de l'équipe projet qui vont utiliser l'OBIA dans la salle et on leur dit de quoi avez-vous besoin pour travailler au quotidien. C'est fait à partir de FIPOC. Donc ça, vous pouvez demander à des formés Green Belt ou Black Belt chez vous, ou même vous pouvez nous le demander ce que ça veut dire, mais c'est en fait un outil qui vous permet très rapidement de définir un périmètre, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie et les attendus de la part de votre client. Si vous faites un FIPOC à l'échelle de votre service ou à l'échelle de vous-même, en fait, pour travailler correctement, bah, finalement, vous allez retrouver les informations essentielles en entrée et en sortie, et ce sont ces informations-là qu'il faut afficher sur votre management visuel, et donc dans l'OBIA. Le deuxième point, c'est les versions. En fait, quand je mets version V4 à V10, c'est qu'on a fait énormément d'itérations. Pour les personnes qui ont fait des chantiers avec nous, l'OBIA, on l'a construit très rapidement en une demi-journée. On a déjà une première version. Le lendemain, on a déjà fait deux nouvelles itérations. Et si je reviens 3 mois après, on en est à une 10e version. Ça, c'est le côté dynamique. Il ne faut pas hésiter à mettre à jour et à faire vivre, voire même à changer les supports, à passer en digital à un moment, à revenir sur du post-it. L'idée, c'est véritablement d'être orienté utilisateur, au service du client, avec le client. Si vous avez une OBA ou une salle de pilotage où le client n'est pas représenté, c'est qu'il y a un petit souci d'un point de vue ligne. En tout cas, je vous recommande vraiment d'avoir le client au cœur de votre OBA. Chacun s'y retrouve.
Ouais, dans l'équipe projet, quand on est, équipe cœur, en fait, on a souvent, des personnes de développement, des personnes, techniques, de la mécanique, de l'électricité, des personnes qui vont faire, des études techniques, des dessins, on va avoir des experts, mais aussi des services support, le commercial, hein, la partie RH, la partie qualité. Tous ces services support, en fait, doivent aussi s'y retrouver dans cette OBIA. Et donc, eux aussi, il faut que, quelque part, ils se retrouvent sur l'un des panneaux ou dans certaines briques. Et pour vous donner un exemple, le commercial se retrouve très fréquemment sur le mur client, puisque lui, c'est ça qui va lui permettre de remonter, par exemple, les réclamations passées, l'enregistrement des décisions clients, mais aussi les mises à jour vis-à-vis du cahier des charges, voire ce que font les concurrents. Donc, pensez à chacune des personnes dans l'équipe projet et dites-vous de quoi elle a besoin pour s'y retrouver dans cette salle. Il faut que ce soit utile au quotidien. Alors, dans cette phrase-là, c'est le quotidien qui importe. C'est-à-dire, si il ne se passe rien d'une semaine sur l'autre, ben, en fait, ne travaillez pas avec des OBIA de ce type-là, puisque la dynamique ne sera pas suffisante. Ce qui est intéressant dans l'OBIA, c'est qu'elle est vraiment utile dans des périodes sur des projets qui sont actifs. En fait, où on est capable à la journée de voir l'avancement, jusqu'à la semaine. Et par contre, à un moment, si un projet est moins dynamique, on va le mettre en hold, en fait, en attente, bien là, vous repliez l'OBIA, vous rangez les panneaux et vous le ressortez au moment où, de nouveau, vous avez besoin de dynamique. Là, on est toujours sur le fait qu'un rituel qui n'a pas besoin d'être animé, en fait, ça ne sert à rien de le garder. Autant finalement prioriser et mettre les énergies sur d'autres projets qui sont plus actuels. Aligné avec les enjeux corporate et processus, bah oui, en fait, le processus est visible dans la partie flux. Si vous avez un processus de développement avec des jalons, c'est là qu'on le rend visible. Les enjeux corporate, on peut les matérialiser par le mur client ou par la partie pilotage, indicateur, résultat. Je vais avancer un peu plus rapidement sur la suite parce qu'il y a énormément d'astuces que vous pouvez avoir. Mais l'OBIA doit être mise à jour en amont. En amont, pourquoi? Pour que ce soit court. Sinon, l'OBIA, en fait, c'est une grande salle, mais vous avez surtout un rituel associé. Et ce rituel, eh bien, il doit être court. Court, c'est quoi? C'est moins de 30 minutes. Donc, pour que le rituel dure moins de 30 minutes, il faut que l'ensemble des documents, des post-it, soient positionnés avant. Donc, mise à jour en amont, ritualisé, standardisé, c'est-à-dire que l'agenda est connu, on l'a décidé ensemble avec les personnes. Il y a un suivi du chef de projet, c'est véritablement lui qui reste maître en fait de son territoire et donc qui s'assure à la fois que le mur client soit à jour, que côté mur produit, on ait bien mis en valeur les écarts aux attendus et que côté flux, il pilote les encours, à savoir est-ce qu'on délivre bien au bon rythme. Il y a un support d'animation. Ça, je vous montrerai un exemple après. C'est une petite checklist, en fait, un guide qui permet de s'assurer, format A4, qu'on a une animation de cette OBIA qui tient la route. On fait un tour de terrain avant. Alors ça, on pourra en parler pendant des heures. En fait, un tour de terrain, c'est faire le tour de son territoire, c'est aller voir un certain nombre d'éléments, notamment des indicateurs de processus. Et le terrain, c'est quoi? Eh bien, côté manufacturing dans une usine, ben ça, c'est assez simple en fait. On fait le tour des machines, des personnes, des zones, pour voir les niveaux d'encours, les indicateurs. Mais surtout, côté études d'ingénierie, c'est aller voir véritablement les plans, en fait, la façon de travailler des personnes. Donc c'est là où on retrouve le côté Gemba, en fait, le côté de terrain. Mais important d'aller voir sur le terrain avant pour être sûr que ce qu'on remonte dans l'OBIA soit bien à jour et qu'on escalade les bons sujets. En gros, que les post-it rouges soient représentatifs de ce que vous avez vu dans le tour de terrain. Il faut que ce soit simple à lire et à mettre à jour. Aujourd'hui, simple à lire, mais en fait, c'est pour ça que vous avez des posters format A1 avec des A4. C'est facile à mettre à jour, il suffit d'imprimer. La plupart de nos documents sont format A4. Simple à lire, ça, c'est le côté post-it. Là, on a du mal à le voir sur l'écran, mais en fait, on est quand même sur des polices assez importantes. Et le code couleur aide à cela aussi. Rôle d'animation bien défini, on reste sur le support d'animation. C'est savoir, en fait, dans les rôles d'animation, il faut qu'il y ait une personne qui soit gardienne du temps, une personne qui fasse le compte-rendu, sachant que cette personne qui fait le compte-rendu peut être la personne qui met à jour l'OBIA, en fait, qui déplace les post-it, qui s'assure d'imprimer les documents. Il faut qu'il y ait une personne qui soit aussi en charge des fondamentaux, c'est-à-dire que l'équipe respecte bien finalement les temps de parole, l'écoute, et qu'il y ait de la préparation en amont de cette OBIA. J'avance maintenant sur le côté très pratique, c'est le matériel qui aide à l'animation. En fait, il faut les dimensions et les matériaux au niveau des panneaux qui vont bien. Typiquement, c'est justement qui permettent d'afficher un certain nombre de post-it, des A4, des A3, et des panneaux qu'on puisse déplacer. Le code couleur, je vous en ai parlé.
Ça aide beaucoup à l'animation. Le fait d'avoir des faits, des datas. Donc vous avez par exemple sur le visuel ci-dessous, directement des ABAC de conception, des plans, des cahiers des charges. Ça, c'est toujours le côté très factuel du Lean, c'est Speak with Data. Donc l'OBA permet de mettre en valeur finalement ces données. Il y a un autre point d'attention, c'est que ce sont exclusivement des détails. Sur le mur produit en haut à droite, vous avez des plans et tolérances critiques. Il y a certains détails, des états de surface pour des matériaux, sur une information au niveau date de livraison. En fait, ces petites informations-là, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est faux à 20%. Alors, faux à 20%, ça veut dire quoi? En fait, c'est que c'est pas grave si l'information n'est pas totalement exacte. Le but, c'est qu'elle soit dynamique et qu'elle soit mise à jour. Et surtout, on a enlevé 40% du contenu. Alors, 40% du contenu, ça veut dire quoi? Entre la première version, quand je vous parlais de version V4 à V10, on en a mis beaucoup trop au début, et petit à petit, au fur et à mesure des rituels, on en enlève. Enfin, dernière recommandation, c'est la résolution de problèmes qui doit être à part. Le mur problème que vous voyez à droite, on enregistre les problèmes, mais on ne les traite pas pendant le rituel OBEA. Deuxième point, c'est qu'il y a une OBEA au-dessus, l'OBEA du comité de direction, du comité de pilotage. Ce que je vous ai présenté pour le moment, le cadre, en fait, le périmètre, c'est une OBEA équipe projet qui délivre un produit ou un service. Ce n'est pas une OBEA de pilotage d'un ensemble de projets. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments de problèmes qu'on va escalader à l'OBEA dessus. Il y a aussi une tournée terrain du directeur. Le responsable bureau d'études ou le directeur ingénierie, en fait, il passe dans les OBEA projets pour s'assurer qu'elles soient bien mises à jour, que les documents soient cohérents en fait, entre mur client et mur produit, et surtout voir les problèmes côté équipe pour voir s'il y a une bonne dynamique côté résolution de problèmes. Évidemment, la résolution de problèmes, c'est évolutif, et il faut que les actions soient tenues et dynamiques, donc il faut un temps dédié pour traiter les actions. Alors, j'ai été un peu long sur cette partie-là, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais je voulais vraiment être exhaustif sur quelles sont les petites astuces, tous ces petits détails qui permettent de s'assurer que cette OBEA, finalement, elle est véritablement vivante. Les 4 gros points à retenir, c'est ce qui est en rouge. Il faut que ce soit co-construit avec les utilisateurs, que ce soit mis à jour en amont pour que le rituel soit court. Il faut penser matériel pour qu'il aide à l'animation. Et enfin, dédier un temps à la résolution de problèmes et au traitement des actions qui soit à part, en dehors du rituel. Quand je vous parlais d'animation, la recommandation, c'est d'avoir 2 temps d'animation. Une animation au jour, 1,5 minutes, et une animation à la semaine, plutôt 1,30 minutes. Pourquoi l'animation au jour? Parce qu'en fait, quand je vous parlais d'action dans la partie backlog et les 2 semaines en vision, là, on est vraiment sur chaque jour, quelles sont les actions prioritaires et finalement, sur les 2 prochaines semaines, quels sont les livrables qu'on doit délivrer pour s'assurer de respecter le planning long terme. Là, on est vraiment sur un rituel journalier. On peut même faire appel à l'aide en fait, à ses collègues. C'est pour ça que vous avez un standard qui est rôle et interaction, où j'appelle à l'aide en fait à des collègues. Et puis j'ai mes murs problèmes, en fait, les problèmes, il y en a au quotidien, donc ça, il faut l'animer tous les jours. À la semaine, on se pose, c'est un petit peu différent. On se concentre sur le client et on laisse la parole au commercial. On invite même le client dans cette OBA, ça c'est l'idéal, si c'est possible. Et on fait bien le lien entre client-produit. Enfin, on revoit la performance de l'équipe, d'où le rituel de performance opérationnelle, et on s'assure qu'on prend des actions à la semaine, qu'on est capable de traiter pour la semaine suivante. Ça, c'est bien les 2 types de rituels, les 2 types d'animation, qui pourtant sont dans la même salle. Ça, c'est un point important. Je recommande vraiment d'avoir ces panneaux dans un seul lieu, mais par contre de les animer à des intervalles différents. Vous voyez un bac à sable? Le bac à sable, en fait, c'est tout le matériel complémentaire qui peut être utile pour vous. Ça peut être des produits similaires, des composants existants. Si vous faites du développement avec de l'impression 3D, c'est là où vous le mettez. Si vous utilisez des casques de réalité virtuelle, c'est ici aussi où vous le posez. Vous pouvez avoir du prototypage carton, en bois, de la pâte à modeler, des Lego. En fait, c'est tout le matériel qui vous permet de travailler au quotidien. Pourquoi chacun de ces éléments? Je vous l'affiche simplement, c'est définissez bien entre vous, quand vous construisez ces OBA, le pourquoi. Je vais prendre juste le mur client. Dans la partie haute, c'était être certain de bien connaître ses clients et leurs besoins. Et afficher en permanence leurs exigences et les attentes critiques. Dans le mur produit, c'était voir l'architecture, voir les briques standards spécifiques du produit et mettre en valeur les arbitrages, en fait, les dépendances sur les décisions techniques. Donc, quand vous construisez les panneaux, rappelez bien pourquoi lors de la phase de construction, je ne vais pas tout vous détailler, mais en fait,
ça c'est dans la façon de construire l'OBEA, on se garde vraiment un temps pour cette notion de pourquoi. Et justement, vis-à-vis du pourquoi, mais en fait, pourquoi ça marche? Pourquoi une OBEA finalement, c'est dynamique? Et pour ça, je vous invite à voir directement mon article sur les OBEA, puisque vous avez un article complet là-dessus sur LinkedIn. En fait, pour faire très court, il y a trois principes qui permettent d'expliquer pourquoi ça fonctionne bien l'OBEA niveau apprentissage. C'est qu'il y a d'abord le palais mental. Le palais mental, c'est que physiquement, je colle une information, un apprentissage, à un lieu que je repère. Et c'est ça que ça permet une OBEA, une grande salle, c'est que je sais où trouver l'information très rapidement, physiquement. Le deuxième point, c'est la méthode Feynman. C'est le fait de procéder par itération et de simplifier au maximum, à la main, très rapidement en équipe. Donc ça, vous l'avez en détail dans l'article. Et enfin, le réflexe pavlovien, ça c'est le code couleur. En fait, à force de faire les rituels, vous prenez le réflexe de se dire, dès qu'il y a un point rouge, je sais que je dois regarder. S'il y a du vert, je ne regarde pas. S'il y a du orange, j'ai une action à prendre. Et donc ça, si ces codes couleurs, ou ça peut être des petits logos, sont partagés au niveau de l'équipe, eh bien en fait, naturellement, l'apprentissage se fait plus facilement. Donc je vous invite à lire l'article, vous aurez beaucoup plus de détails. Enfin, un dernier sondage. Niveau mise en mouvement, je commence par quoi? Oui, parce que je me doute que vous n'avez qu'une envie, c'est de pratiquer les OBEA. Donc nouveau sondage, cette fois-ci. Hop, je vous le lance, c'est parti. Donc si vous souhaitez commencer une OBEA, par quoi vous commencez? Là, j'ai la moitié des personnes qui déjà ont répondu, ont voté. Je vais attendre encore quelques secondes que tout le monde puisse voter. C'est bon, j'ai un échantillon suffisamment représentatif pour débriefer. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Et donc, vous avez la bonne réponse à 61%, c'est définir les rôles et responsabilités de chacun. Oui, souvent en entreprise, ça, c'est un point qui n'est pas très clair. Donc, en effet, redéfinir les rôles et responsabilités. Deuxième point, alors trouver une grande salle, ce n'est pas la priorité, puisque vous pouvez utiliser des panneaux mobiles. Mais le deuxième point, c'est donc structurer un processus de développement. Bah oui, pour la partie flux, c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas de jalon de borne et vous n'êtes pas d'accord sur les livrables, en fait, finalement, les responsabilités de chacun, mais dans le temps, en fait, vous aurez du mal à avancer côté OBEA. Puis ça fait du bien de faire du 5S, mais ce n'est pas ça qui vous empêchera de construire une OBEA. Donc, on commence par les rôles et responsabilités, on structure un processus de développement. Je vais revenir à la présentation en vous partageant en fait un témoignage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais en fait, il y a le groupe Vernet et notamment Aude Posternac, dont je vous remercie vraiment pour le partage le retour d'expérience. Vous le retrouverez sur Cubic Partners, OBEA études d'ingénierie. Vous avez derrière eux en fait l'OBEA qu'on a construit ensemble avec des panneaux mobiles. Et en fait, vous avez à droite le rituel de performance opérationnelle, et dans la main de Aude Posternac, donc la deuxième personne à gauche, vous avez le guide d'animation. Vous voyez, donc on a défini l'agenda, et vous voyez qu'il y a un code couleur pour direct mettre à jour en direct lorsqu'on prépare le rituel, voir quels sont les points à escalader. L'équipe que vous avez sous les yeux, ce sont des chefs de projet. Chacun, il travaille en transverse. Et l'agenda qu'on a déroulé, en fait, vous voyez la construction des FIPOC en bas sur la petite photo. Vous voyez la construction directement des post-it par itération. Donc, au début, c'est brouillon, ce n'est pas propre, mais c'est normal. Et du coup, en fait, ça se fait sur 2 jours. Donc, pour construire le BIA que vous voyez derrière ces personnes, ça nous a pris 2 jours. Et aujourd'hui, ils en sont, je pense, à une 6e ou une 7e version. Et ça tourne, ça fonctionne. Je ne vous en dis pas plus, vous avez un témoignage disponible sur notre site internet. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la digitalisation du support. C'est une très bonne question et je la prendrai juste après. Juste avant, en fait, pour créer son OBEA, je voudrais revenir sur la construction. On commence par les rôles et responsabilités. Donc, vous faites un FIPOC,
on définit les standards, avoir une tournée terrain et définir le créneau, c'est-à-dire le rituel pour le faire. Ensuite, euh, tout ce qui est orientation client. Cherchez véritablement à comprendre ce que veut votre client. Donc, voix du client, exigences critiques, revoir l'architecture produit et s'assurer que vous avez les briques technologiques, en fait, la compétence technique pour bien répondre à son besoin. Vous voyez TRL, c'est Techno Readiness Level. Il y a plusieurs articles à ce sujet sur LinkedIn. Sinon, vous pouvez me contacter. Je pourrais parler pendant des heures d'architecture produit, de briques techno et de TRL. Pilotage processus. En fait, ayez votre panneau projet avec notamment les cartes d'identité projet et assurez-vous d'avoir une bonne dynamique sur le plan d'action. C'était le mur avec les actions, dans cet ordre-là qu'il faut avancer. Enfin, en termes de déploiement, de la résolution de problèmes, problème simple avec action directe PDCA, le 4 cases ou les A3 pour les problèmes plus complexes. Pour ça, je vous invite à aller sur le site Cubic et à voir l'excellent webinar de mon collègue Clément sur la résolution de problèmes, qui vous expliquera quel outil utiliser. Et enfin, l'étape ultime, c'est le partage d'expérience et la réutilisation entre projets de guides de conception, d'OPL, donc One Point Lesson, savoir des apprentissages, et faire des retours d'expérience entre projets. Donc, si vous commencez une OBA, définissez d'abord les rôles et responsabilités, créez vos standards, le rituel, orientez-vous vers le client avec le mur client, créez votre mur vraiment dédié produit, puis ensuite le mur flux, et enfin résolution de problèmes, apprentissage. L'essentiel, c'est toujours de rendre visibles les écarts, les problèmes, d'aligner les efforts sur le client, la valeur ajoutée, de prendre le temps de résoudre les problèmes et de faire les actions, et de favoriser l'apprentissage en collectif. Ça, c'est vraiment pour moi l'une des slides clés en termes de déploiement sur comment on installe les OBA. Maintenant, je vais rentrer dans une partie un peu plus questions, et notamment j'ai une question de Maud et Lilia. Donc, les IOBA, c'est possible? Eh bien oui, la preuve, voilà. En fait, là, vous avez des exemples d'IOBA, notamment pour tout ce qui est équipe sur plusieurs sites à l'international. Ma recommandation, en fait, c'est si vous pouvez lancer l'OBA physique, papier, dans une salle, au départ, c'est mieux, et à un moment de la digitaliser. Donc là, moi, la recommandation aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup de supports d'OBA digital, des outils numériques. IOBA, pour moi, est l'outil le plus avancé. Vous avez la possibilité de dupliquer des post-it. Vous avez des timings intégrés directement dans vos... Et surtout, il y a déjà des templates qui existent, à savoir des murs produits, vous avez des murs agilité. Et finalement, tout ça, ça vous permet de faciliter vraiment la prise en main des OBA. Attention, attention, vraiment gardez en tête qu'il ne faut pas avoir trop de couleurs, puisque en passant en digital, on risque d'avoir des sapins de Noël. Et surtout, commencez par du physique. Commencez par vous regrouper dans une salle, commencez par du papier, des paperboards, faites 5, 6, 7, 8 itérations avant dans une salle ensemble, et après, vous digitalisez. Parce qu'en allant trop vite sur le digital, vous risqueriez déjà de ne plus avoir le côté dynamique de mise à jour, parce qu'en fait, on ose un peu moins y toucher, alors que du papier, c'est facile à bouger. Donc ça, c'est un point important. Je vais juste vous faire une petite synthèse, et puis après, je reviendrai sur les autres questions, puisque j'en ai eu pas mal qui sont arrivées. Il nous reste un quart d'heure. Vraiment, pour moi, le mot de synthèse, les 4 planches en fait, que je garderai vis-à-vis de ce webinaire, c'est que l'OBEA, si elle est animée comme un outil de support d'aide à la réflexion, en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet d'apprendre en équipe. Je vous rappelle que le Lean Engineering, ce n'est pas que les OBEA, c'est vraiment tous ces domaines, les 4 couleurs de la pyramide que vous avez en haut à gauche. On a traité uniquement, je dirais, 1/8 du domaine Lean Engineering. Il y a toute la partie visible des OBEA, où vous avez fait le sondage sur le côté visuel, post-it, le côté panneau structuré, et tout ce qu'on ne voit pas, donc les 4 recommandations que je vous ai mis en bas à gauche. Et enfin, pour vous lancer, vous avez les étapes. Commencez par définir les rôles responsabilités, l'orientation client, pilotez votre processus, il faut qu'il soit clair, et enfin, faites de la résolution de problèmes. Je vais passer aux questions et réponses. Et donc, pour ça, juste un petit point final avant les questions-réponses. Il y a 2 moyens de nous contacter si vous êtes intéressé. Le premier, c'est directement sur le site web OBA études d'ingénierie, donc en fait le site Cubic Partners. Vous avez le lien en plein milieu, Cubic Partners OBA études d'ingénierie. On a 3 offres d'accompagnement, à savoir sur le diagnostic côté Lean Engineering, faire une value stream mapping, donc une cartographie de votre flux de valeur pour construire un processus
ligne études ingénierie. Vous avez les OBIA pilotage projet, c'est ce que vous avez vu en direct, et le filtrage de portefeuille pour le comité de direction. Enfin, on a 2 formations, une Yellow Belt en distanciel, qui a lieu le 2 et 15 juillet. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Laetitia. Et une formation Green Belt, qui elle commence le 6 juillet de 5 jours, spécifique Lean études ingénierie. Je vais maintenant voir les questions, puisqu'il me reste 10 minutes. Je vois que j'en ai pas mal, et je vais essayer d'en prendre un maximum. Alors, pour que ce soit un peu plus sympa, je vais démarrer ma vidéo et arrêter le partage. Voilà. Normalement, vous devriez m'avoir en plein écran. Alors, ouais. Alors en fait, dans les post-it, vous avez le rouge ou le rose, c'est vraiment les points urgents à escalader à la journée. On ne quitte pas le site tant qu'on n'a pas traité ce point-là. Le orange, c'est un point bloquant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un problème. Il faut en parler en équipe, il faut en parler dans l'OBA à plusieurs. Un point jaune, en fait, en jaune, c'est surtout j'ai une mise à jour du document. Il y a une action que j'ai prise de mon côté, mais a priori, ça n'impacte pas mes collègues. Et enfin, le vert, il n'y a pas de mise à jour du document, tout va bien, rien à signaler. Le bleu, c'était pour la partie, en effet, porteur, hein, donc qui est le pilote de l'action et la date de mise à jour. Ce code couleur, évidemment, c'est une recommandation, c'est ce qui marche de mon côté, hein, c'est une conviction personnelle. Les histoires de code couleur, c'est à vous de les définir. Ce qui importe, c'est que ce soit compris par tout le monde. Donc, merci Benoît pour cette question. Question de Eric. Des exemples de tours de terrain appliqués à l'OBA. Quels items des exemples? Alors, un tour de terrain, pour ceux qui sont notamment issus de PSA, je pense, ou de chez Renault, vous devez avoir en effet une idée du tour de terrain en tête, c'est quels sont les points à vérifier. Pour une OBA étude d'ingénierie, vous pouvez avoir déjà le nombre de modifications clients, ou alors le nombre de révisions de plan côté équipe, le nombre de décisions qui ont été enregistrées, le nombre de livrables qui ont été déposés au niveau d'une phase, au niveau d'une gate, pour vous assurer qu'on est bien dans les temps. Ça peut être aussi le nombre d'actions sur le panneau OBA qui ont été traitées à la demi-journée par l'équipe. Savoir la dynamique en fait en termes d'actions. Est-ce qu'on a le bon niveau de traitement d'action? Côté rituel, c'est aussi la tenue des rituels. Si vous avez 2 design reviews et une analyse de risque à faire chaque semaine, une AMDEC, et en fait, vous allez voir, ai-je bien fait l'AMDEC que je suis censé avoir chaque semaine? Ai-je bien fait ma design review que j'ai sur l'ensemble des projets une fois par semaine? Donc c'est ça en fait certains éléments du tour de terrain. Je ne peux pas tous les citer malheureusement, mais voilà quelques exemples. Attention dans le tour de terrain à bien valoriser les indicateurs processus versus résultat. Merci à Cyril pour son rappel sur le 70-30. Sur YouTube, vous retrouverez cette vidéo-là, le dosage managérial. En fait, 70% de ce que vous regardez doit être sur un processus qui vous concerne. Donc bien processus à la main des équipes, là où il y a des leviers. Évidemment, on a du mal à piloter avec les résultats. Question d'Olivier. En tant que directeur de site, dois-je y participer? En fait, j'ai une structure qui est assez petite et un staff réduit, codir de 5 personnes et pas de middle management. Alors, je vais mettre de côté le contexte actuel avec le coronavirus. Ma recommandation, c'était l'OBIA maximum 8 à 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de 8 à 10 personnes, là, on n'arrive plus à s'écouter, on n'a plus un temps de parole équilibré. Avoir une OBIA pour 2 personnes, c'est trop peu. 4, c'est vrai que c'est encore un peu limite. Donc en fait, je ne sais pas quelle est exactement votre structure. Ce qui est sûr, c'est quand on a un codir de 5 personnes, vous devriez avoir votre OBIA au niveau codir pour ces 5 personnes. Et par contre, y inviter les équipes, puisque je vois qu'il n'y a pas de middle management, donc invitez vos équipes à un autre rituel, en fait, à un autre moment, mais dans cette même salle, pour une question de transparence de l'information. Ça, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez afficher. Mélanie, une autre question. Une OBIA qui aurait vocation à piloter un programme. Comment piloter les interfaces des projets via l'OBIA? Alors là, je vais faire un peu de fun. Si vous connaissez Inception, c'est un peu le cas. En fait, pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est que vous avez la notion programme, projet. Un programme, c'est un regroupement de projets. C'est souvent le cas dans les projets aéroportuaires. Je pense notamment à un de nos clients, l'aéroport de Paris. Je pense aussi à des projets que j'ai fait dans l'automobile, un projet tout personnel, où c'était bien un programme. En fait, il faut 2 niveaux d'OBIA. Vous avez les OBIA projets techniques, où là, je suis sur une brique fonctionnelle, une OBIA qui peut durer en fait pendant 2 mois à 6 mois. Et par contre, vous avez une OBIA programme pour le programme manager avec ses chefs de projet.
Et donc, les produits en fait, que vous livrez dans cet Obeya programme, ce sont des projets. Donc ça, c'est vrai que c'est un niveau complémentaire en fait, qui complexifie la structure, notamment si vous avez un comité de direction au-dessus. Mais ce que je recommande pour les programmes, en fait, c'est de considérer qu'un projet, finalement, c'est un produit. Et pour les interfaces, c'est d'utiliser du schéma. En fait, quand on est dans la partie BTP ou aéroportuaire, on peut avoir un mapping, un plan avec les différents, les différents corps de métier. Et là, on voit les interfaces. C'est là où c'est critique, en fait. C'est toujours aux interfaces. Donc, la vraie question, c'est comment on rend visible les interfaces critiques dans cet OBEA programme. Je recommande toujours le visuel, donc un schéma. Vous pouvez utiliser beaucoup de schémas d'implantation, ou alors si vous êtes sur un produit automobile, en fait, moi j'avais le body, c'est-à-dire la structure du véhicule, et on voyait les briques à l'intérieur, et on mettait en rouge vraiment les zones de contact ou les zones d'interaction où il y avait des points sur lesquels il fallait s'aligner. J'espère avoir répondu à la question de Mélanie. Merci pour cette question. Serge, quelle est la taille maximale d'une équipe pour animer une OBEA physique? Bon, alors, dans le contexte actuel, je vous dirais 5 personnes. Ça dépend de la taille de votre salle, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. En nominal, la taille maximale d'une équipe, sur une OBEA physique, je dirais 12 personnes. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que tenir à 12 dans une salle et avoir suffisamment de recul, parce que la recommandation, c'est d'être debout, avoir du recul par rapport au panneau, bah, déjà à 12, en fait, on est serré, enfin, on est complètement, c'est assez exigu. Donc maximum 12 personnes. J'ai installé une OBEA chez un de nos clients qui est Clextral, qui fait des machines agroalimentaires. Je les remercie d'ailleurs pour leur retour sur l'utilisation de cette OBEA. On était des fois à 20 avec les chargés d'affaires. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 2 niveaux de mise à jour de l'OBEA. Il y a un niveau préalable par chacun des chargés d'affaires qui viennent tourner devant pour la mettre à jour. Puis après, on a vraiment un point de passage avec tout le monde. L'autre possibilité, c'est de désynchroniser les agendas, d'avoir une partie des chefs de projet ou chargés d'affaires qui viennent au début, une communication de la part du directeur au milieu, en fait, pour avoir toutes les équipes réunies, mais très court. Et ensuite, on refait le même rituel qu'au début, mais avec les deuxièmes chargés d'affaires. C'est comme un passage d'équipe en fait dans l'industrie. On revoit deux fois les informations. Ça, c'est faisable uniquement si les deux équipes n'ont pas besoin totalement l'une de l'autre. Donc ça dépend de votre mix produit, de votre portefeuille projet. Il me reste encore 5 minutes. J'ai une question de Pauline. Qui doit participer à l'OBEA du CODIR? Alors ça, je pourrais vous faire un webinaire entier sur l'OBEA justement du comité de pilotage du CODIR. Qui doit participer à l'OBEA du CODIR? Votre CODIR, évidemment, dans la limite de 12 personnes. Et surtout, les chefs de projet sur les projets critiques. Parce que vous ne voyez pas en fait, là je vous ai présenté l'OBEA de un projet. Il faut imaginer que vous avez cette OBEA x10, x20, x40, suivant le nombre de projets, et que vous avez une ID card, une fiche d'identité de chaque projet. Cette carte d'identité, elle est format A4, format A3, et on la met plutôt côté mur produit ou mur flux. En fait, c'est l'état de santé du projet. C'est mis à jour une fois par semaine par le chef de projet ou par le commercial. Et en fait, c'est cette fiche-là qui est escaladée dans l'OBEA du comité de direction. Les feuilles qui sont escaladées, souvent, ce sont les projets qui doivent passer une phase. Donc, ça peut être une phase de développement, une phase d'industrialisation, une phase de livraison client. Et donc, pour être sûr qu'on est au clair et lever tous les points bloquants, on va inviter uniquement les chefs de projet qui ont des projets justement à risque ou alors qui ont des projets qui sont dans le rouge où il y a des problèmes à traiter au niveau CODIR. L'énorme intérêt, c'est que ça permet de responsabiliser les équipes, puisqu'en fait, on prend vraiment les chefs de projet qui sont au cœur techniquement, qui ont tout à leur main, et on les amène dans l'OBEA du CODIR. Ils peuvent même emmener leurs OBEA, puisque si elles sont portatives, ils peuvent les amener. Si elles sont digitales, ils peuvent les projeter. Et ça permet de ne plus préparer de PowerPoint pour des revues comité de direction. Parce que ça, je sais que c'est un point qui est très énergivore dans les équipes projet. Quasiment toutes les 2 semaines, tous les mois, les équipes passent une demi-journée à une journée à préparer des slides, juste pour en fait escalader au niveau comité de direction. Et si on a une OBEA CODIR qui est bien structurée, calée sur les mêmes niveaux que l'OBEA projet, en fait, on peut se balader avec les OBEA qui sont essentiels. Et donc, finalement, il n'y a plus de présentation PowerPoint à faire. Qui participe à l'OBEA projet? Ah, dans l'équipe projet. OBEA projet, c'est votre équipe projet. Alors moi, j'ai une
connotation plutôt industrie. Souvent, il y a le commercial, il y a quelqu'un côté conception, dessin, méthode. On a la qualité, on a la supply chain, on a la partie industrialisation, on a la production ou le représentant de la production. On a aussi, on peut avoir un team leader, c'est-à-dire côté production, pas uniquement la personne méthode production, mais bien l'opérateur sur la ligne qui est expérimenté, qui connaît un produit similaire et qui donne son point de vue vis-à-vis des développements ou des problèmes techniques. Ça, c'est une recommandation que j'ai, d'inviter en fait le team leader dans votre OBIA projet. Euh, voilà pour l'OBIA projet. Le client, pardon. Si vous pouvez inviter le client avec le commercial, c'est encore mieux. Il me reste 2 minutes avant de vous remercier. Je prends une dernière question de Serge. Si je comprends bien, l'OBIA, c'est uniquement pour des projets. Et non, c'est moi qui vous ai fait un défaut de perspective. J'ai mis un peu des œillères, en effet. Je vous ai parlé d'une OBIA projet, OBIA équipe projet. J'ai installé il y a 4 ans une OBIA comité de direction. Ce n'est pas le même outil de pilotage. Et par exemple, pour des OBIA manufacturing, on va piloter les encours. On peut piloter un niveau de qualité. On peut piloter le on-time delivery. En fait, l'OBIA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste une grande salle où on apprend collectivement et on rend visible ce qui est nécessaire à un instant T pour prendre les bonnes décisions. Donc, la structure que je vous ai présentée, c'est vraiment une OBIA projet. Après, il y a d'autres structures pour des OBIA plutôt manufacturing, des OBIA plutôt supply chain et des OBIA, par exemple, plutôt qualité. Attention aussi à ne pas multiplier les OBIA, mais en tout cas, on peut avoir plusieurs types d'OBIA. Je vois une question encore de Serge au passage. Des OBIA, amélioration continue? Oui. J'ai même des clients chez qui on met ça en place. Je pense à Alstom. Alstom ont ce qu'ils appellent un plan de progrès. Et en fait, ils ont une salle de pilotage pour s'assurer que leur plan de progrès, amélioration continue au niveau du site, est correctement piloté. Mais on a bien un mur client, c'est-à-dire qui est le client de l'amélioration continue, c'est le personnel Alstom et entreprise. Quels sont les enjeux, les résultats? On a bien un mur produit, en fait. Les produits, ce sont des projets d'amélioration, des chantiers. On a bien un mur flux avec le planning pour s'assurer qu'on tient les chantiers, qu'on a de la préparation. Et un mur résolution de problèmes pour escalader les points bloquants. Je voyais un dernier point, et je peux encore prendre la question, c'était sur les échanges d'informations montant-descendant. L'OBIA, c'est essentiellement de l'information montante. L'information descendante, c'est ce que j'appelle un briefing 5 minutes. À la limite, si le directeur de site annonce un changement radical côté client ou un changement radical d'organisation, évidemment, on peut le rendre visible dans l'OBIA. Et je recommande pour ça d'avoir des panneaux de management visuel d'équipe qui, eux, sont dans les salles projet et qui ne sont pas dédiés par projet. Donc, je voudrais vraiment distinguer ce qui est du rituel d'animation de l'équipe du rituel d'animation projet. Et donc, l'information descendante, à mon sens, elle est plutôt dans la salle de pause, à la limite, avec un panneau ou dans la salle où les gens travaillent, alors que l'OBIA, on est vraiment sur de l'information remontante pour traiter les points bloquants. Je dois mettre fin à ce webinaire. En tout cas, je vous remercie vraiment pour les échanges et les questions qui ont été passionnants. Je vois que j'ai des merci qui arrivent dans la conversation. Ça me fait très plaisir. Et surtout, vous aurez ce webinaire en replay d'ici une semaine. Donc, vous le retrouverez sur notre site web. Et évidemment, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Et je vous invite à suivre tous les articles et évidemment à vous inscrire pour les formations Green Belt, Yellow Belt, Lean Engineering, pour voir, je dirais, les 7/8e de contenu que je pourrais vous partager en dehors de ces OBA. Et surtout, bonne pratique à tout le monde. Lancez-vous. Merci.